Merci d'abord de l'invitation qui m'est faite. Je remarque que je démarre avec un petit quart d'heure de retard. Je ne suis pas moi-même chargé de rattraper le retard, mais on va essayer de faire vite. Bon, les urgences sont un succès évidemment croissant. Si on reprend les chiffres de Jean-Yves Graal de ce matin, 7 millions de passages en 90, 18 millions de passages en 2013. Et ces 18 millions de passages, c'était en 2013, et je pense qu'on est plus près des 20 millions en 2016. Alors, les raisons et les mécanismes de l'encombrement de nos services d'urgence, ils sont bien connus. D'abord, on l'a dit, les urgences, c'est disponible, c'est ouvert, 24 heures sur 24, c'est facile d'accès, donc pourquoi ne pas y aller? C'est allumé la nuit. Bon. Le deuxième événement, et je dis tout cela parce que tous ces éléments-là échappent complètement à notre responsabilité, à notre responsabilité institutionnelle, politique. Bon, effondrement de la permanence des soins ambulatoires. Et ça a été rappelé ce matin, il y a également effondrement de la disponibilité de la médecine en dehors des heures de permanence des soins pour toute l'activité non programmée. C'est comme ça. Ensuite, la précarisation dans une période de difficulté économique des plus vulnérables, eh bien, ça a pour conséquence la recherche de circuits courts et des appels au secours qui font que nos services sont largement sollicités pour des problèmes médicaux, mais aussi pour des problèmes sociaux ou des problèmes médico-sociaux, ou d'abord médicaux, puis sociaux. Et ça, c'est un peu occulté, on n'en a pas parlé depuis ce matin. Enfin, les usagers sont d'une exigence croissante. Nous sommes, chacun d'entre nous, de plus en plus exigeants. J'aime pas beaucoup l'expression bobologie. Excusez-moi, mais je suis obligé de m'arrêter une minute là-dessus. Parce que pour parler de bobologie, il faut vraiment ne rien comprendre et ne rien connaître à ce que c'est qu'un service d'urgence. Une douleur intercostale, qui initialement est une douleur thoracique, et je reprends l'exemple de Jean-Yves Graal de ce matin, ça devient une douleur intercostale, cette douleur thoracique, seulement après un interrogatoire, un examen clinique, quelques éléments biologiques, électrocardiographiques. In fine, c'est une douleur intercostale, alors quoi? C'était de la bobologie? Non, ce n'était pas de la bobologie, c'était un symptôme préoccupant pour le patient, et Dieu sait si les médias, Internet ont pour conséquence dans leur consultation d'inquiéter de plus en plus de monde pour des symptômes de plus en plus très fréquents et ce qui, il y a probablement quelques années, faisait l'objet de je vais attendre un peu, je vais prendre un paracétamol, et non, je vais d'abord aller aux urgences pour être tranquillisé. Et ça, ces malades-là qui ont besoin d'être tranquillisés par rapport à un symptôme, il faut bien les recevoir, et je suis désolé, ça n'est pas de la bobologie. Voilà. Et puis, il y a la crainte du médico-judiciaire. Hein, ces patients qui arrivent le vendredi soir avec une lettre de leur médecin, ils ont vu leur médecin. Je ne peux plus garder à domicile, madame, etc., etc. Je ne peux plus garder à domicile. Sous-entendu, si je la garde à domicile, je prends un risque car elle tombe et je ne veux pas avoir d'ennui avec la famille, avec la justice, etc. Bon, donc on vit dans cette société-là et c'est comme ça. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? On parle d'urgence et de territoire, et là, il nous parle des problèmes d'encombrement des urgences. Oui, d'accord, mais il faut bien contextualiser les choses et expliquer pourquoi nous, on a fait des choix qui nous sont particuliers à Nantes depuis une vingtaine d'années. D'abord, on a une vieille histoire avec les pôles, puisque les pôles, chez nous, ça a commencé en 1997, donc je pense avant la plupart des vôtres. Entre 1997 et 2000, on a fait 2 ou 3 pôles expérimentaux et on a généralisé l'expérience des pôles en 2000. Et puis, en 2000, ces pôles, il y en avait... alors, je ne vous raconte pas l'histoire initiale des pôles de Nantes, mais enfin, bon, grosso modo, aujourd'hui, au fil des recompositions de ces pôles, et attention, je ne cherche absolument pas à vous dire voilà comment il faut faire des pôles. Je veux dire, on sait bien que les pôles, ils se sont construits dans les établissements en fonction de l'histoire des établissements, en fonction des affinités,
ou des haines aussi qu'il peut y avoir entre personnalités médicales, soignantes, et c'est comme ça les gens qui veulent travailler ensemble. Bon, nous, actuellement, on a à Nantes 5 pôles MCO. 5 pôles MCO. Alors, il y en a un qui est très centré sur la cancérologie, l'immunologie, les greffes, très bien. Et puis, on a le deuxième, le pôle universitaire numéro 2, qui est très centré sur la cardiologie, la pneumologie, la neurologie. Et puis, le nôtre, le mien, puisque je ne suis plus chef de service des urgences, hein, maintenant je suis chef de pôle. Et dans ce pôle, il y a les urgences, il y a plusieurs services de médecine, on va y revenir, et puis tous les services de soins intensifs, réanimation, anesthésie, etc. Et puis il y a un autre pôle qui est très chirurgical, avec de l'orthopédie, de l'ORL, de l'ophtalmo, de la chirurgie maxillofaciale et de la rhumatologie. Ça, c'est le PHU numéro 4, et puis le PHU 5, le pôle femmes-mère-enfant. Bien. Je vous ai résumé ici pour vous resituer les services, parce que les services continuent à exister, mais ils existent à l'intérieur de pôles. Voilà. Donc il y a 5 pôles MCO et voilà à quoi correspond le pôle dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors dans l'histoire de ces pôles, il y a eu une réflexion donc entre 1995 et 2000 qui a abouti en 2000 au fait que le service des urgences a choisi, et avec la compréhension évidemment de notre administration, d'intégrer 46 lits dits de médecine polyvalente qui ont été prélevés, on va dire, sur la médecine interne et la gastro-entérologie. Gastro-entérologie considérait qu'elle avait trop de lits conventionnels et ça ne la gênait pas de mettre à disposition d'une unité polyvalente ces lits initialement très spécifiques. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Et j'observe qu'en 2000, les urgences, c'est-à-dire le SAMU-SMUR, l'accueil et l'UHCD, ont fait le choix de ne pas s'associer aux réanimations, par exemple, ce qui eût été plus naturel. Les responsables du service des urgences venaient de la réanimation. Il eût été naturel de s'associer avec la réanimation. Ça n'a pas été le cas en 2000 et on a choisi plutôt de s'associer avec des lits de médecine polyvalente. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait observé depuis 20 ans que l'augmentation de la fréquentation des urgences, mais elle portait principalement sur la médecine. Je vais vous montrer quelques chiffres. Et puis les problèmes de placement des patients. On a parlé tout à l'heure dans l'enquête qui a été faite en juin 2013 de la difficulté de placer les patients âgés. Et vous aurez remarqué, ou vous allez remarquer dans un futur plus ou moins proche que la polypathologie, c'est plus les vieux quand même. Bon. Et donc quand on est polypathologique, eh bien, par définition, on ne correspond pas à un seul service de spécialité, mais à plusieurs. Et donc, par voie de conséquence, les vieux, on a du mal à les mettre dans un service de spécialité, sauf quand ils ont une défaillance mono-organe, ce qui est finalement relativement rare. Bien. Donc, les patients âgés, eh ben, on a du mal à les caser quelque part. Et puis ça, c'est très important. Là, moi, je m'adresse plus aux médecins, mais je pense que tout le monde peut le comprendre. Un certain nombre de pathologies sont tombées dans le domaine public quand même. C'est-à-dire que ce qui relevait d'une prise en charge spécialisée il y a 25 ou 30 ans, aujourd'hui, relève de l'application de consensus nationaux, internationaux, qui font que telle ou telle pathologie est traitée de la même manière à Nantes, à Tours, à Angers, et aussi à Vladivostok, à Boston ou à New York. Donc, on a fait l'analyse qu'en mettant des médecins bien formés et volontaristes, on réussirait à prendre en charge beaucoup de patients qui, en d'autres lieux ou en d'autres temps, auraient relevé d'une prise en charge spécialisée. Je reviens sur le chiffre qui a été dit ce matin, c'est que les urgences vitales, je confirme, et ça n'a pas changé, eh bien, les urgences vitales, c'est 5 à 6% des passages. Ça veut dire quoi, ça? Alors attention, à ces 5 à 6% d'urgences vitales, il faut probablement, et même certainement, ajouter les 10 ou 15 ou 20% de patients qui ont potentiellement la possibilité de se dégrader rapidement. Les médecins urgentistes sont formés pour prendre en charge ces urgences vitales et pour prendre en charge ces patients susceptibles de s'aggraver.
Mais moi, je pose une question de base et fondamentale. Ça fait quand même 80% de patients qui viennent. Est-ce qu'ils ont besoin de médecins urgentistes? Alors là, je suis désolé, mais je pense qu'on fait complètement fausse route si on pense qu'on va pouvoir équiper tous nos services d'urgence en urgentistes avant 25, 30 ou 50 ans. Peut-être que dans 50 ans, oui, on ne finira pas y arriver, mais enfin, ça ne m'intéresse pas. D'ici là, on est obligé d'imaginer qu'on va faire travailler dans les services d'urgence des médecins qui ne sont pas des médecins urgentistes. Et moi, je vous le dis, c'est pas grave. D'où viennent les médecins polyvalents qui ont accepté d'intégrer cette structure et dont certains, d'ailleurs, y sont depuis 20 ans. Ils sont depuis 1995. Des médecins internistes. On a un néphrologue, excellent. C'est pas le plus facile, c'est un caractériel, mais il est bon. Une pneumologue. Et puis on a des médecins généralistes, dont certains sont passés par la filière urgence, sont titulaires du desk de médecine d'urgence, mais qui exercent la médecine générale dans cette unité de médecine polyvalente, médecine générale hospitalière, ce que j'appelle la médecine polyvalente. On ne peut pas appeler ça de la médecine générale. Ce n'est pas de la médecine générale. La médecine générale, c'est extra-hospitalier. Alors, ces médecins, alors vous allez me dire, mais bon, d'accord, mais on voit bien, on comprend. Mais, in fine, pour quel résultat? Alors d'abord, ces médecins, ils ont quand même une fiche de poste. Ils ont une fiche de poste puisque on leur dit, on est dans un CHU, hein, avec tout ce que ça comporte comme difficultés supplémentaires par rapport à des hôpitaux non CHU, mais aussi avec des avantages par rapport à ce qui n'est pas un hôpital universitaire. Garantir au moins 3 visites seniorisées hebdomadaires par interne. Ça paraît évident, ça paraît probablement évident à beaucoup d'entre vous. Dans des services universitaires, je peux vous dire que non, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident. Et pourtant, c'est extrêmement important. Il faut senioriser. J'ai jamais vu un interne se plaindre qu'il était trop encadré. Ça n'existe pas. J'ai vu des internes se plaindre d'un manque d'encadrement. Donc, il ne faut pas avoir peur d'encadrer les internes. Et pourquoi les internes? Les internes, moi j'ai été interne, hein, et je sais que plus on est jeune, plus on prescrit d'examens complémentaires, plus on évoque des hypothèses diverses et variées face à un problème particulier, plus on a tendance à différer la décision. C'est normal. Il faut que ça serve à quelque chose de vieillir. Garantir la présence d'un médecin senior dans l'unité pendant la journée, du lundi matin au samedi matin, c'est capital. C'est capital pour une continuité du service. Les malades doivent pouvoir sortir tous les jours, des malades doivent pouvoir sortir. Assurer la visite le dimanche matin des patients entrés pendant le week-end. Oui, on fait une présence physique le dimanche matin. C'est une demi-garde. Garantir la seniorisation des patients entrant l'après-midi, c'est-à-dire contrôler la contre-visite de l'interne. Attention, un malade monte dans l'après-midi dans un service, il a été vu par un médecin senior aux urgences. Eh bien, c'est vrai que lors de la contre-visite, on va rajouter des examens, souvent parce qu'il faut exister, il faut être là. Et puis, il faut montrer qu'on a des idées supplémentaires par rapport à ce qui a été fait par un médecin senior aux urgences 1 heure avant. Bon, il faut contrôler tout ça. Il faut contrôler tout ça. Réduire les investigations biologiques ou radiologiques à ce qui est nécessaire pour l'hospitalisation. Et uniquement ce qui est nécessaire. Ce qui ne sert à rien ne doit pas être demandé. Ce qui peut être fait en externe doit être fait en externe. L'histoire que ça fait 8 jours que le malade est là parce qu'il attend son scanner de contrôle, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister, ça ne peut plus exister. Rechercher la durée d'hospitalisation conventionnelle la plus courte possible. Ces unités de médecine polyvalente, ça commence à se développer un petit peu partout, avec des objectifs de durée moyenne de séjour. Je dis que ce n'est pas raisonnable de se mettre des objectifs de durée moyenne de séjour, parce que ça va être la source de refus. Ah ben non, je ne prends pas ce malade parce que probablement il va rester plus de 6 jours, or moi je ne prends que des malades de durée moyenne de séjour de durée de 6 jours. Non, il faut prendre tous les malades qui se présentent et avec comme objectif d'avoir la durée moyenne de séjour la plus courte possible. Et puis c'est tout. Inscrire l'hospitalisation actuelle dans le cadre d'un parcours de soins. Bon, c'est une expression à la mode, mais c'est une réalité. L'hôpital est trop centré sur lui-même. Encore aujourd'hui, on peut encore parler d'hospitalocentrisme. Et puis, donc, chaque malade doit sortir, mais il sort avec un compte-rendu de son hospitalisation. Et ce n'est pas 8 jours après que le compte-rendu doit parvenir au médecin traitant. Chaque sortie s'accompagne d'un volet social destiné à limiter le risque d'une réhospitalisation non programmée.
Oui, la problématique sociale, elle doit être prise en compte le jour de l'entrée, et pas au bout de 8 jours. Et puis les admissions se font exclusivement à partir de l'accueil des urgences, c'est la particularité de cette unité, ou directement par contact téléphonique quand l'admission directe évite le passage par l'accueil. Bon, donc ça, voilà, c'est la fiche de poste, c'est comme ça, c'est le contrat qu'ont signé les médecins de médecine polyvalente. Alors là, je vous montre des chiffres qui correspondent à 2014. Alors malheureusement, je crains qu'en 2016, nous soyons plus proches de 78 000 ou 80 000 que de 72 000. Nous avons eu 73 000 passages adultes en 2014. Vous rajoutez 30 000 enfants et ça fait plus de 100 000 passages, mais les enfants sont accueillis à part. Alors, très important par rapport à ce qu'on s'est raconté, quand on dit voilà, les vieux attendent plus longtemps, ce sont des données, bon, elles sont utiles, hein, moi je ne méconnais pas et j'ai longuement regardé le résultat de l'enquête de juin 2013, mais c'est extraordinairement descriptif. Bon, maintenant il faut, pour chaque établissement, il faut creuser, il faut aller regarder circuit par circuit comment ça se passe. Alors on a ce qu'on appelle à Nantes un circuit debout. Le circuit debout, alors ça veut dire que le malade n'est pas couché, hein. Ça veut dire qu'ils ne sont pas debout, mais on les met dans des fauteuils, sur des chaises, voilà. Et là-dedans, il y a de la petite traumato, il y a de la médecine qui n'est pas inquiétante d'emblée. Mais ce n'est pas un circuit court, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des patients qui ont besoin quand même d'un certain nombre d'examens et qui vont rester plus de 2 heures ou 3 heures, d'accord. Et puis, il y a de la petite traumatologie. Eh bien, ce circuit debout, c'est 41% des passages. Et ça, c'était en 2014. Et puis, je vous annonce qu'en 2016, on est passé à 43%. Mais ces 2%, ils sont significatifs d'une augmentation de la fréquentation des urgences par des problèmes qui ne nécessitent pas un brancard. Écoutez, si tous ces malades-là étaient sur un brancard, on aurait ces images permanentes des brancards dans les couloirs qui sont le cauchemar des urgentistes. On a ces 41% de patients ou ces 42% de patients qui sont aujourd'hui assis sur des chaises ou installés dans des fauteuils, et c'est très bien. Alors, vous voyez que, et puis nous avons 2 autres filières, les malades médicaux allongés et puis les malades traumatisés allongés. D'accord, donc là, ce sont les 2 voies classiques. Mais on a ça qui fait quand même 41%. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que les problématiques d'hospitalisation, elles ne sont pas les mêmes, évidemment, dans ces 3 circuits. Ici, vous avez 14% d'hospitalisation dans le circuit debout. Ça veut dire qu'on a près de 90% de malades qui vont ressortir. Chez les traumatisés allongés, vous avez 33% d'hospitalisation, près de 70% des malades qui vont ressortir. Les problèmes d'hospitalisation, c'est là qu'ils se posent. C'est chez les malades médicaux allongés. Et là, on est effectivement à plus de 50% d'hospitalisation, y compris l'UHCD. Je précise à l'attention de Dr Vagnac, nous sommes en taux d'hospitalisation à 19%. 19% parce que quand vous avez fait vos calculs, vous avez pris en compte la pédiatrie et vous n'avez pas compté l'UHCD comme étant une hospitalisation. Et donc, on est globalement à 19%. Mais on est quand même à 54% d'hospitalisation pour ces personnes âgées, pour beaucoup d'entre elles, mais pas seulement, il y a aussi des jeunes qui ont besoin de quoi? D'un lit de médecine. Voilà. Alors, quand on regarde, vous savez, moi j'utilise maintenant, j'ai appris à me servir des outils qu'on met à notre disposition et je sais ce que c'est que l'IPDMS. Ah, l'IPDMS, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je parle surtout aux médecins là, c'est l'indice de performance de la DMS, c'est-à-dire comment sommes-nous en durée moyenne de séjour par rapport à la moyenne nationale, voyez-vous? Bon, alors quand on regarde la performance de l'unité de médecine polyvalente, ben quand on regarde les 10 premiers GHM, c'est affreux, hein. Pour des médecins, ces GHM, c'est affreux. Mais enfin bon, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Eh ben on est entre, alors il n'y a que pour les AVC, où on ne fait pas mieux que la moyenne nationale en termes de durée de séjour, mais sinon on est à 70%, 60%, 90%, 80%, et finalement on gagne par rapport à la moyenne nationale, on est à 0,8, 0,9, c'est-à-dire qu'on fait mieux que la moyenne nationale. Et on fait mieux que la moyenne nationale en termes de DMS. Et ce qui coûte cher, c'est la durée de séjour. Alors quand on regarde maintenant de près la répartition de tous nos malades de médecine dans les services de médecine du CHU,
Et bon, on s'aperçoit que la médecine polyvalente, avec ses 46 lits, ses 64 lits, pardon, avec ses 64 lits, eh bien, elle remplit ses lits et elle répond à la demande de 30% des patients qui se présentent aux urgences. Donc, ce service de médecine polyvalente, quand on ajoute les autres services du pôle, qui sont la médecine interne et les maladies infectieuses, on arrive quand même à 47% des patients qui ont besoin d'un lit de médecine qui vont dans le même pôle, qui est le pôle hospitalier universitaire numéro 3. Et les autres pôles remplissent à 53% avec les malades des urgences. Alors les autres pôles, attendez, il y a la cardiologie, la pneumologie, la neurologie, bien sûr, qui prennent des malades, ben oui, encore heureux, hein. Mais pour 43% des besoins, c'est couvert par le PHU numéro 3, le nôtre, voilà. Donc, avec 10% des lits MCO de médecine, la médecine polyvalente assure 30% des hospitalisations. Alors ça, c'est pour les directeurs qui sont ici. Il y en a pas mal. Alors ça, vous savez ce que c'est que le taux de marge. Alors les médecins, ils ne savent pas ce que c'est que le taux de marge. Alors j'explique pour les médecins. La marge, c'est ce qui reste comme sous-sous quand on a payé tout ce qu'il y a à payer, vos salaires, le mien, les salaires des infirmières, les matériels, etc. Et puis qu'on a touché l'argent principalement à l'activité, au séjour de l'assurance maladie, on fait la soustraction et il reste des sous. Et quand on regarde, et c'est pas moi qui ai fait ce truc-là, hein, c'est mon administration, hein, M. Sudreau pourra confirmer. Quand on regarde le compte de résultats des différentes composantes de mon pôle, enfin du pôle hospitalo-universitaire numéro 3, médecine, urgence, soins critiques, c'est quoi qui rapporte le plus d'argent? Eh bien, c'est la médecine polyvalente. La médecine polyvalente, ça permet de gagner de l'argent à partir du moment où on remplit les conditions, les exigences de la fiche de poste. Voilà. Ça rapporte quand même 3,5 millions en net. C'est pas possible que vous réagissiez pas là-dessus. Et puis, il y a un impact organisationnel. Alors, je sais qu'il y a des urgentistes nantais ici. Je voudrais leur rappeler quand même cette réalité, quand même, parce que, bon, c'est pas toujours facile. Les médecins de médecine polyvalente, il y a 64 lits, il y a 10,5 équivalents temps plein. Alors, vous allez trouver, oh là, c'est beaucoup. Alors, je vous rassure, ils ne font pas que la médecine polyvalente. Ils ne font pas que la médecine polyvalente. Ils font les gardes, à l'accueil, comme tout le monde, parce que l'unité est incluse dans le service des urgences. Voilà. Donc, ils font les gardes à l'accueil. Donc, il y a des internistes, pneumologues, néphrologues, il y a des généralistes titulaires de la CMU, un PH d'ESCMU, et puis 2 équivalents temps plein, 5 contractuels, parce qu'il y a un chef de clinique dans le tas, et donc on compte que pour un mi-temps. Bon, voilà. Donc, tous ces praticiens, eh ben, ils font autant de gardes que les autres, si bien qu'ils assurent 32% des heures de permanence des soins à l'accueil allongées. C'est comme ça qu'on arrive à peu près à respecter le temps de travail des urgentistes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à l'intérim. Et si un jour, nous devions faire appel à l'intérim, parce qu'on nous inflige des missions et parce qu'on a des besoins médicaux de plus en plus importants, ça me déchirerait le cœur. C'est ce qu'il y a de pire, l'idée de l'intérim dans un service comme le nôtre. Moi, je n'accepte pas cette idée. Voilà, que les choses soient claires pour l'avenir. Bon, voilà. Donc, en conclusion, parce qu'il faut bien conclure, mais je vous signale que j'ai rattrapé un petit peu de temps. La construction d'un pôle, moi je ne donne pas de leçon pour la construction d'un pôle, évidemment chacun fait comme il peut et comme il veut et comme il pense que c'est bien dans son établissement, mais ça passe aussi par la réunion des services qui constituent un vrai parcours de soins. Moi je ne vous ai pas parlé du tout de la réanimation et de l'anesthésie-réanimation, mais évidemment on est ravis que ça soit dans le même pôle et les gens se parlent entre urgentistes, réanimateurs, infectiologues et internistes. Voilà, ça fonctionne, je vous assure que c'est pas mal. Et il y a des staffs vraiment d'un bon niveau. La prise en charge des patients médicaux aux urgences n'appartient pas aux seuls urgentistes. Ça, c'est fondamental. Si on donne l'ensemble de la médecine non programmée et la médecine d'urgence, si on la confie aux seuls urgentistes, je vous le dis, on va aller de grève en grève, on n'a jamais de moyens suffisants, ça ne va pas, on va pleurer sans arrêt, ça ne va pas. Il faut
ajouter de l'activité médicale non urgentiste. Et puis, voilà, la médecine polyvalente, c'est une activité extrêmement rentable. Voilà, et j'ai terminé. Ah ben non, pas tout à fait, j'en avais rajouté un. C'est nul, les animations, il ne faut pas mettre d'animation sur les diapositives. Les médecins polyvalents, urgentistes ou non, ont une contribution décisive à la PDS. Voilà, je vous remercie, c'est terminé.